L'Union européenne est sur le point de réautoriser le glyphosate, un puissant herbicide utilisé dans l'agriculture. C'est une question qui soulève de nombreux débats en raison des effets que pourra avoir cette substance sur la santé et l'environnement. Alors pour y voir plus clair, je vous emmène au Parlement européen. D'abord, qu'est-ce que le glyphosate? Selon le ministère de l'Agriculture français, le glyphosate est un désherbant utilisé pour détruire ce que l'on appelle les mauvaises herbes. Il a été mis en vente pour la première fois en 1974 par le laboratoire Monsanto sous le nom de Roundup. Depuis 2000, il est entré dans le domaine public et est fabriqué par plusieurs laboratoires. Alors c'est quoi cette histoire de réautorisation? Pour être commercialisé sur le marché européen, les substances phytopharmaceutiques, comme le glyphosate, sont soumises à une autorisation. Le cadre de cette autorisation trouve son fondement juridique dans un règlement européen du 21 octobre 2009. En résumé, la procédure se décompose en plusieurs étapes. D'abord, un ou plusieurs laboratoires doivent soumettre une demande d'autorisation d'une molécule. Cette demande va être instruite par certains États membres désignés en amont par la Commission européenne. Ces États membres vont faire la revue de la littérature scientifique sur la molécule et compiler les résultats dans des rapports. Ces rapports sont ensuite remis à l'EFSA, c'est l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, qui dépend de la Commission européenne. Sur la base des rapports des États membres, l'EFSA propose son propre rapport et rend un avis favorable ou défavorable à la réautorisation de la molécule. La Commission européenne, qui suit généralement l'avis de l'EFSA, propose ou non un règlement d'autorisation aux États membres. Ensuite, c'est dans le cadre d'une procédure dite de comitologie que les États membres adoptent ou non la proposition de la Commission européenne par un vote à la majorité qualifiée. Ça veut dire que pour que la molécule soit autorisée, il faut l'avis favorable d'au moins 55% des États membres, qui représentent au moins 65% de la population de l'UE. Et comme vous pouvez le constater, le Parlement européen n'est pas associé à cette prise de décision, il ne peut que donner son avis en adoptant une résolution d'objection qui a des effets juridiques très limités. Pour le glyphosate, le processus de réautorisation a débuté en 2019 par la soumission d'une demande de la part du groupe pour le renouvellement du glyphosate, qui regroupe différents laboratoires. La Commission européenne a chargé la France, la Hongrie, les Pays-Bas et la Suède de procéder à l'évaluation de la littérature scientifique sur la molécule. En juillet 2023, l'EFSA a rendu ses conclusions et a publié son rapport, et fin septembre, la Commission européenne a proposé aux États membres de renouveler l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Sauf que, le 13 octobre dernier, les États membres réunis dans le Comité permanent des végétaux ont majoritairement décidé de s'abstenir. Et selon le média Contexte, au moins 9 États ont voté contre et 6 se sont abstenus, dont la France. Les États membres seront de nouveau invités à voter courant novembre sur une proposition que la Commission européenne aura certainement légèrement modifiée. Maintenant que vous avez le contexte, qu'en pensent les députés européens? Durant la seconde session plénière d'octobre 2023, j'ai rencontré 2 députés européens français. D'abord, Jérémy Deserle, député européen du groupe Renew Europe, et Benoît Biteau, député européen du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Particularité de ces 2 députés, ils sont aussi agriculteurs, et j'imagine que la simple évocation de leur groupe politique vous suffit pour imaginer l'ampleur du fossé qui sépare leurs avis sur le sujet. Alors d'emblée, lorsqu'on les interroge sur l'usage du glyphosate, l'avis n'est pas du tout le même. Voici ce qu'en pense d'abord Benoît Biteau, puis Jérémy Deserle. Le glyphosate, c'est loin d'être une molécule anodine, c'est un chélateur qui bloque les ions métalliques par exemple dans le sol, et pour que des plantes photosynthétisent, elles ont besoin d'un élément par exemple qui s'appelle le magnésium. Quand on épand du glyphosate sur du sol, on bloque le magnésium et donc on peut avoir des facultés photosynthétiques atténuées sur les plantes qu'on cultive, et donc il va falloir apporter du magnésium en plus parce que le magnésium naturellement présent dans le sol est chélaté par la présence du glyphosate. On a des agriculteurs qui nous disent moi j'ai besoin du glyphosate pour faire une agriculture qui préserve la vie des sols et tout ça, très bien, j'entends, sauf que le glyphosate est aussi réputé comme un puissant antibiotique. Et donc quand on parle de la vie des sols et qu'on applique sur ce même sol une substance qui est réputée antibiotique, on se pose la question quand même de la vie du sol. Aujourd'hui, on a une politique agricole commune qui représente plus du tiers du budget total de l'Union européenne, qui continue de perfuser une agriculture très dépendante des pesticides, très dépendante des engrais de synthèse. On devrait imaginer que l'orientation des politiques publiques accompagne financièrement les agriculteurs dans ces bifurcations des pratiques agricoles. Là, on est finalement dans un débat où soit on est pour continuer le glyphosate sans aucune condition, et là on se met dans le camp des agriculteurs et c'est plutôt confortable en ce qui me concerne, ou soit on est du côté contre le glyphosate et là on se met dans le camp justement de ceux qui sont contre les agriculteurs, que ceux
que ceux qui sont contre, dans le camp de ceux qui sont contre la science aussi. Le travail fait avec les agriculteurs sur ce sujet-là nous montre pour l'instant qu'il n'y a pas forcément d'alternative à chaque fois. On ne veut pas résoudre ce sujet-là au simple oui ou non. Il faut quelque chose d'un peu rationnel, d'un peu construit, d'un peu fourni, où l'Europe s'engage vraiment à faire des propositions un peu plus ambitieuses, un peu plus courageuse aussi en matière de recherche, en matière d'accompagnement des agriculteurs. Comme vous pouvez le constater, les positions sont diamétralement opposées. D'un côté, Jérémy De Serle explique que c'est confortable pour les agriculteurs d'utiliser le glyphosate, mais qu'il pourrait être intéressant de développer des alternatives. D'un autre côté, Benoît Biteau se positionne totalement contre l'usage du glyphosate et prône un changement de modèle qui permettrait aux agriculteurs de se passer des substances. Si les positions de ces deux députés sont si différentes, c'est parce qu'ils n'apprécient pas la dangerosité du glyphosate de la même façon et ont une interprétation différente du rapport de l'EFSA. Parce que la science aujourd'hui a révélé, en tout cas l'EFSA a révélé que le glyphosate pour les humains n'était pas dangereux. Il y a encore quelques doutes sur la biodiversité et des doutes qu'on doit lever. En tout cas, la manière dont on utilise le glyphosate ici en Europe et la réglementation qui est en vigueur nous permet de prouver qu'il n'y a pas de dangerosité. Et donc, voilà, il faut qu'on trouve le juste milieu qui permette de répondre aux attentes sociétales sur ce produit en restant sérieux et j'ai envie de dire rationnel, et puis qu'on réponde aussi aux besoins qui sont ceux des agriculteurs qui se servent de ce produit. Que la Commission propose de réhomologuer 10 ans de glyphosate sur la base des travaux de l'EFSA, alors que tout le document n'est pas constitué, c'est-à-dire que toutes les annexes qui nous permettent de vérifier les conclusions de l'EFSA ne sont toujours pas disponibles. On est au mois d'octobre, donc commencer à faire une proposition alors que les travaux de l'EFSA ne sont pas connus dans leur intégralité, c'est déjà un peu suspect. L'angle mort de cette évaluation, c'est que vous n'avez aucune méthode d'évaluation de la dangerosité du glyphosate sur la biodiversité. Donc c'est la France qui a la manœuvre pour dire ça, avec une Commission européenne qui reconnaît complètement la défaillance de sa procédure d'homologation sur ce thème-là. Et pourtant, on continue comme si il y avait que l'angle sanitaire qui était important. Sur la première page de ce long rapport, il fait 341 pages de mémoire, la première page dit qu'il n'y a pas de problème. Et en vérité, quand on lit les 340 pages, y compris sur la base des études proposées par le propriétaire de la molécule, Bayer en l'occurrence, on trouve plein de raisons de s'inquiéter sur l'utilisation du glyphosate, notamment une qui, moi, m'a particulièrement interpellé, celle qui dit que les mammifères, sur une exposition longue, peuvent contracter des cancers en raison de l'exposition au glyphosate. Donc moi, si j'ai bien tout compris, les êtres humains sont des mammifères, nos enfants sont des mammifères qui vont être exposés, si on continue d'utiliser du glyphosate dans la durée, plusieurs décennies, et donc il y a des choses qui me chagrinent dans ce timing et dans ce que j'ai trouvé dans ce rapport-là. Jérémy De Serle explique que le principal problème avec le glyphosate, c'est les différences de réglementation de son usage dans les États membres. Il explique que le glyphosate pose plus un problème concurrentiel entre les agriculteurs européens qu'un problème environnemental ou de santé publique. Ce qui n'est pas prudent aujourd'hui, c'est de dire on repart pour 10 ans sans condition et en laissant aux États membres le libre choix de finalement réglementer ce produit comme ils le souhaitent. Et ça, c'est pas une réaction européenne. Sur ce produit-là, comme sur bien d'autres, on doit réfléchir en européen. Et la même commission qui aujourd'hui dit sur le glyphosate, on peut laisser les États membres décider, nous impose certaines règles en agriculture sur d'autres sujets qui pourraient justement peut-être être traités nationalement. En effet, l'usage du glyphosate est plus ou moins encadré dans les États membres. Certains pays, comme le Luxembourg, l'ont totalement interdit. D'autres pays, comme la France, ont imposé des règles strictes dans son usage, là où dans d'autres États, la réglementation est bien plus souple. Jérémy De Serle dénonce une distorsion de concurrence dans le sens où les agriculteurs européens ne se battent pas à armes égales si certains ont le droit d'utiliser le glyphosate librement et d'autres non. Ces disparités dans la réglementation de l'usage du glyphosate entre les États membres est ce qui a amené la France à s'abstenir lors du vote le 13 octobre 2023. Pour lui, la Commission européenne doit revoir sa copie et c'est le message que la France a voulu faire passer en s'abstenant lors du vote. Et la position de la France qui s'est abstenue aujourd'hui, c'est pour dire on ne veut pas
de ce débat où nous sommes pour ou contre. On veut quelque chose justement qui nous permette d'harmoniser. C'est pour ça qu'elle s'abstient. Pour Benoît Biteau, en revanche, l'abstention de la France lors du vote ne renvoie pas du tout le même message. L'abstention de la France est tout simplement honteuse, c'est-à-dire que se rappeler encore une fois des promesses qu'avait fait M. Macron en 2017. M. Macron en 2017 nous avait dit « je nous donne 3 ans pour arrêter le glyphosate ». On est en 2023, donc ça devrait faire 3 ans que le glyphosate devrait être interdit, et c'est toujours pas le cas. Donc c'est pas une abstention qu'on attendait de la France, c'était un vote contre, en conformité, à minima, avec un agenda qui avait déjà été annoncé et qui n'est déjà pas respecté. Outre la question de l'usage, il y a aussi la question de la durée de cette réautorisation. Certains observateurs estiment que la France serait prête à voter une réautorisation du glyphosate pour 7 ans. Benoît Biteau explique ce qui pourrait, selon lui, entraîner la France à adopter une telle position. On sait que la France est sur une proposition à 7 ans, c'est-à-dire que le même gouvernement qui nous disait en 2017 on va tout arrêter en 2020 nous propose de finalement tout arrêter en 2030. On utilise cette solution à 7 ans en inscrivant le glyphosate sur une liste de produits à substituer, c'est-à-dire qu'on a une liste à l'Europe de produits à substituer. Et puis, par curiosité, je suis allé voir un peu quelle était cette liste des produits à substituer. Il y a une 50aine de produits, une 50aine de molécules qui posent problème et qui sont inscrits sur cette liste à substituer. Certains, ils sont depuis presque 20 ans. Donc, nous raconter que à 7 ans, il y a un coup près qui tombe et qu'à l'issue de ces 7 ans, forcément, le produit sera interdit, on voit bien qu'on trouve des produits qui sont pour la 3e fois déjà réinscrits sur cette liste à substituer. Donc ça ne donne absolument aucune garantie. L'un des enjeux qui se pose est donc aussi celui de la substitution. Qu'est-ce que les agriculteurs peuvent faire pour se passer du glyphosate? Pour Jérémy de Serles, une chose est sûre, pas d'interdiction sans solution. Il n'y a pas pour l'instant de solution miracle. Il y a des pratiques qui aujourd'hui nécessitent un peu de glyphosate et souvent tout le temps, même c'est en Europe en quantité raisonnable, enfin l'utilisation est vraiment raisonnée. Donc en fait, encore une fois, c'est pas forcément qu'une histoire de temps. Bien sûr que ce sera sur la temporalité, mais justement, il faut pas se fixer une date, il faut plutôt se fixer des objectifs pour rechercher, pour avancer, pour continuer d'étudier aussi sur la dangerosité. On va pas, voilà, l'EFSA a fait une étude très très complète, donc c'est pas utile d'en refaire une tout de suite, mais en tout cas, là où sur la biodiversité il y a quelques doutes qu'on évoquait tout à l'heure, et ben ma foi, regardons, prenons le temps justement de regarder. Là où on trouve des alternatives, et ben très bien. Là où on n'en trouve pas, et ben on continue d'utiliser le glyphosate avec la réglementation qu'on connaît. Mais voilà, ne nous mettons pas non plus dans quelque chose où pour le coup ce sera la société après qui nous tapera dessus. Sur le sujet de la substitution, Benoît Biteau souhaite substituer le modèle agricole actuel par un modèle qui ne dépendrait pas des molécules comme le glyphosate. Il propose la généralisation d'un autre modèle qui se fonde sur l'agronomie. Quand il parle d'alternative au glyphosate, c'est une nouvelle molécule alternative. Sauf qu'il faut attraper le sujet beaucoup plus en amont, il faut prendre beaucoup plus de hauteur par rapport à cette question-là. Et l'alternative au glyphosate n'est pas une nouvelle molécule, c'est pas ça l'alternative au glyphosate. L'alternative au glyphosate, on la connaît, c'est une science qui s'appelle l'agronomie. On sait qu'on peut parfaitement se passer du glyphosate, on a suffisamment capitalisé d'expérience et d'études pour montrer qu'on peut pratiquer une agriculture extrêmement efficace, productive en quantité suffisante pour soutenir la souveraineté alimentaire. Donc les agriculteurs qui disent on ne peut pas se passer du glyphosate sont des gens, je suis désolé de le dire, qui n'ont pas suffisamment fouillé dans les solutions alternatives basées sur cette science qui s'appelle l'agronomie. Ce qui apparaît clairement à la lumière des échanges avec ces deux députés, c'est que le glyphosate est un sujet qui cristallise les débats. D'ailleurs, lorsque j'ai évoqué le sujet de mon reportage, vous avez été nombreux à vivement réagir sur la proposition de la Commission de réautoriser le glyphosate. Cela illustre l'avis de l'opinion publique sur ce sujet qui a été très largement médiatisé par la presse mais aussi par le cinéma, avec la sortie du film Goliath de Frédéric Tellier en 2022, dont l'histoire ressemble étrangement à celle du glyphosate. Et sur ce sujet, nos deux députés sont d'accord, mais ne tirent pas les mêmes conclusions.
Pour Jérémy de Serles, il faut dépassionner le débat, là où pour Benoît Biteau, les inquiétudes des citoyens sont fondées. C'est la société aujourd'hui, parce que médiatiquement, souvent, malheureusement, on a aussi exagéré sur ce sujet, parce qu'il y a eu des sorties qui ont finalement aggravé un peu la situation et vraiment montré du doigt ce produit-là, alors qu'il y a d'autres produits, malheureusement, qui sont peut-être bien plus dangereux et que pour l'instant, on n'a encore pas forcément détecté. Donc, on a voulu focaliser sur le glyphosate. Et du coup, maintenant, la société est en attente sur ce sujet-là. Et ça ne changera pas. Et politiquement, on a aussi la responsabilité de répondre à cette attente-là. Alors, le glyphosate, c'est le totem, tout simplement, parce que c'est quand même la molécule la plus utilisée au monde. C'est-à-dire que la molécule où les ventes, enfin l'évaluation en tonnage des ventes faites à l'échelon mondial, c'est de très loin la molécule la plus vendue au monde. Donc forcément, c'est un emblème, c'est un totem, effectivement. Mais en vérité, le glyphosate est toujours associé, dans ce qu'on appelle les spécialités commerciales, comme le Roundup par exemple, à d'autres coformulants qui sont des surfactants, qui sont... Et qui, eux, sont aussi des substances extrêmement dangereuses. Moi, je veux bien qu'on dise que le glyphosate n'est pas dangereux, mais si Bayer a consenti à lâcher des dizaines de milliards de dollars pour indemniser des victimes du glyphosate outre-Atlantique, c'est bien qu'eux-mêmes savent que leur molécule est extrêmement dangereuse, que la spécialité commerciale qui utilise leur molécule est extrêmement dangereuse, sinon ils se seraient battus jusqu'au bout pour faire des économies colossales sur l'indemnisation des victimes du glyphosate de l'autre côté de l'Atlantique. Enfin, comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo, le Parlement européen n'est pas impliqué dans le processus qui conduit à la réautorisation de substances phytopharmaceutiques comme le glyphosate. Jérémy de Serles explique que le Parlement européen, s'il ne peut pas avoir d'influence juridique sur le sujet, peut tout de même tenter d'influencer la position des États membres et de la Commission. Je me positionne, alors voilà, c'est pas par un vote au Parlement, mais après, le Parlement garde quand même, je pense, une part d'influence dans la décision finale, et même si sa voix sera juste un avis, ça comptera quand même. On est aussi les représentants du peuple, donc on mérite aussi d'être écoutés et comptera quand même dans les positions que prendront les États membres et puis dans ce que aussi la Commission peut essayer de proposer comme outil aussi un peu plus ambitieux. Benoît Biteau n'en tire pas la même conclusion. Il explique que le Parlement européen, en tant que seule institution à pouvoir représenter les citoyens, doit avoir la faculté de se pencher sur les sujets qui les préoccupent. Pour lui, l'intérêt des citoyens sur le glyphosate se traduit par le dépôt de nombreuses initiatives citoyennes européennes sur des sujets agricoles ces dernières années. Et sur des sujets aussi fondamentaux que ça, qui sont au cœur des attentes sociétales et citoyennes. Moi, il y a 8 ICE aujourd'hui qui ont abouti depuis que cet outil existe, de pétitions officielles. Sur les 8, 5 parlent d'agriculture et d'alimentation, c'est dire si le sujet intéresse les citoyens et donc est au cœur des attentes citoyennes et sociétales. Et pourtant, la représentation citoyenne et sociétale et le Parlement européen n'a pas de pouvoir législatif, c'est-à-dire que seul le Conseil, seuls les États membres ont le pouvoir législatif sur des sujets aussi fondamentaux. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on fasse progresser. L'initiative citoyenne européenne dont parle Benoît Biteau, aussi appelée ICE, est un droit de pétition consenti aux citoyens européens. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, des pétitions qui recueillent 1 million de signatures réparties dans au moins 7 États membres peuvent être présentées à la Commission européenne qui doit y apporter une réponse. Cette réponse peut se traduire par une proposition législative, mais ce n'est jamais encore arrivé. Malgré sa mise à l'écart du processus visant à réautoriser le glyphosate, le Parlement européen a toujours le moyen d'objecter la proposition de la Commission. C'est ce que proposent les groupes The Left, SED et Verts ALE au Parlement européen. Si cette proposition est adoptée par le Parlement européen, la Commission devra revoir sa copie ou retirer sa proposition. La Commission européenne pourra aussi maintenir sa proposition, mais elle sera tenue de justifier son choix. Cette bataille pour la réautorisation du glyphosate n'est donc pas terminée. La seule chose qui est sûre pour le moment, c'est que l'autorisation actuelle du glyphosate prend fin mi-décembre 2023. Sans accord trouvé d'ici là, la molécule ne pourra plus être commercialisée sur le marché européen. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires en donnant votre avis sur le glyphosate. Vous pouvez aussi vous abonner, liker la vidéo et la partager à vos proches pour qu'ils puissent en savoir plus sur ce sujet.
Je tiens à remercier Jérémy de Serles et Benoît Biteau pour m'avoir accordé cet entretien, ainsi que celles et ceux qui m'ont aidé à préparer ce sujet et qui se reconnaîtront. Merci encore de m'avoir suivi, c'était Hugo Pereira pour C'est l'Europe.